Voilà la forme ou quoi? Mais Boeing est monté en bourse après l'annonce de Trump pour le F-47. Boeing, c'est pas que Starliner, hein. Boeing, c'est un géant. Boeing, il a juste une branche aérospatiale, mais il fait beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses chez Boeing. Donc forcément, quand ça prend 20 milliards de dollars là pour un nouvel avion, écoute, moi j'aurais pas donné ça à Boeing vu le passif qu'ils ont, mais c'est pas notre pognon, hein. Voilà. Bon, Ten Green n'est pas là. Ten Green a un emploi. Ten Green bosse. Il a un emploi. On verra si il est dispo de temps en temps pour venir dire bonjour. Mais bon, tant mieux pour lui s'il bosse, hein. Le pauvre Ten Green. Il bosse le samedi en plus, quel enfer. Bon, en tout cas, il y a de la news. Il y a de la news, grosse semaine. Comme toujours, hein, il y a toujours de la news. Quand est-ce qu'il n'y a pas de news? Plein de belles photos. On a eu du tir. On a un peu de drama aussi, comme toujours, hein, on aime. Et voilà, bon. Et ouais, elle est belle la Spectrum, hein. C'est vrai que je tape souvent sur l'Europe, mais on a une course en Europe à l'orbite. Entre autres, on a Ariane qui est sur le... Ariane et Avio qui sont les deux gros compétiteurs. Et on a une myriade de petites compagnies dont je parle parfois, hein, avec... on a Latitude en France, on a en Allemagne RFA, et là on a ESA Aerospace. Et toutes ces petites compagnies se tirent la bourre pour aller en orbite. Il y a un marché à prendre, enfin un marché à prendre, moi je considère qu'il est déjà pris le marché avec Rocket Lab, mais on a toutes ces compagnies qui se tirent la bourre pour aller en orbite en premier. La première compagnie privée, qui sera la première compagnie privée à tirer, à aller en orbite en Europe? On est juste 20 ans derrière SpaceX, mais il y a de l'ambition. Et on pensait que ce serait RFA, mais RFA a brûlé son premier étage dans les Orcades il y a quelques mois. Donc RFA, faut refaire un nouvel étage, un nouveau premier étage, un nouveau booster. Et on a ESA Aerospace, donc là c'est en Norvège, à leur patte de Andøya, qui ont amené leur Spectrum, leur fusée Spectrum. Le tir est prévu pour demain ou après-demain. Ils ont déjà fait un faux statique, on avait vu le faux statique il y a 2 ou 3 semaines. Et matez-moi un petit peu la machine. C'est une leur pad d'Andøya, il est magnifique, hein. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Ouais, vous savez, tirer une fusée dans la neige et le froid, c'est absolument pas un problème, hein. C'est juste une question de logistique. Là, tout à l'heure, on va regarder une fusée russe, ils l'ont tirée dans la neige, hein. La neige tombée et tout ça, c'est pas un souci. Elle est magnifique, très très belle fusée, la Spectrum. Et matez le pad d'Andøya est aussi très 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 beau. Hop là, sur la mer comme ça, on la voit la fusée là. Et c'est prévu pour demain ou après-demain, donc on espère que ça va être un tir réussi du premier coup. L'espace est difficile, surtout quand on tire pour une première fois. C'est une petite compagnie, donc on verra si... faut pas avoir trop d'espérance, hein. Voilà, c'est pas facile d'aller en orbite du premier coup, mais on leur souhaite de la réussite. Hop là. C'est plus au nord que t'as. Ouais, je sais même pas où est Andøya, ça doit être... c'est vers le Cap Nord, c'est encore plus au nord que chez moi. Tout le nord de la Norvège est très très haut, hein. Hop là, regardez ça, magnifique, hein. Les photos sont incroyables, hein. J'adore, hein. Très très belle fusée. Donc ouais, c'est un gros lanceur quand même, hein. Et... on espère que ça va être la première compagnie européenne à aller en orbite. Privée. Depuis l'Europe. Ça serait incroyable. Ça ouvrirait une nouvelle ère. Et ça serait bon pour l'industrie. Surtout qu'il y a du business, hein. Il y a du business, hein. Donc ouais, on aura sûrement la semaine prochaine, j'espère, des news. Moi, je suivrai ça en live, j'espère, demain ou après-demain. Et voilà. Quand on envoie des orbites polaires, absolument. Et il y a des besoins pour des orbites polaires. Hop là, donc ouais. On attend les news. Tout est dans le vert, je crois. Ils ont commencé, je crois, il y a toute une procédure pour tirer une fusée au niveau logistique et technique. Et ils ont lancé les procédures et tout ça, donc ça devrait décoller. Ça devrait décoller, je crois que c'était prévu pour le 23 ou le 24. Donc ça serait demain ou après-demain. Charge utile, je pense pas qu'ils aient de charge utile. Faut pas avoir trop d'espérance, hein. Première fusée comme ça, t'es enclin à pas mettre de charge utile, justement. Tu testes ton matos, hein. Voilà. Donc ouais, on aura, j'espère, la semaine prochaine, un beau tir, une belle vidéo. J'espère qu'ils vont faire un live.
Et on verra tout ça. On verra tout ça. Donc ouais, c'est important pour l'Europe de l'espace qu'on commence à avoir une myriade de petits acteurs privés compétitifs qui parviennent à aller en orbite pour commencer à concurrencer les gros lourdeaux comme Ariane et compagnie, Avio, qui ont un monopole, un pseudo-monopole qui coûte cher et qui est pas forcément innovant en termes de technique. Donc c'est bien qu'on ait RFA, qu'on ait ISAR, même Latitude en France, qui commence à secouer un peu le mammouth. Bon, on avait des tirs, hein. On avait des tirs. Hop là. Ah, une fusée réutilisable, ça, c'est encore un autre problème, hein. Voilà. Oh, c'est des micro-lanceurs, hein. C'est fait pour tirer du petit CubeSat, hein. Hop là. Donc ouais, on a eu une grosse semaine au niveau de tir, hein. On avait... attendez, je vais baisser la zik. Hop là. Ça, c'était à Plesetsk, en Russie. Une rare fusée Angara au pad. Donc la fusée Angara qui monte en puissance et qui a vocation à remplacer la Soyouz à long terme. Donc c'est une fusée qu'on va voir de plus en plus, la Angara. Et regardez ça dans la neige, hein. Ils tirent dans la tempête de neige. C'est les Russes, typique. La neige n'est pas un problème pour tirer. Très belle fusée, la Angara. Sûrement pour le ministère de la Défense russe, hein, depuis Plesetsk. Généralement, toutes les charges sensibles militaires décollent jamais de Baïkonour. Pour des questions de sécurité, ça décolle plutôt de Russie. Donc ça, c'est pas loin de Moscou. Et ils ont encore leur hot pad en Sibérie. Joli, hein? Ils ont encore des sous en Russie. Bah écoute, ils pourraient nous donner des leçons de comment tirer des fusées, en tout cas, hein, parce qu'ils tirent plus que l'Europe, hein. Donc ouais, ça tire aussi en Russie. Visiblement, le tir a été un succès. Comme je dis, généralement, ce genre de tir, les Russes sont très très discrets. On avait aussi Rocket Lab. Vous vous rappelez que Rocket Lab, ils avaient déjà tiré la semaine dernière. 3 jours plus tard, donc il y a quelques jours, ils ont encore retiré du même pad. 3 jours de turnover pour le pad. Ils tiraient pour des Français, pour Kinéis. Les satellites, une petite constellation de télécom, donc c'est français. Vous voyez qu'il y a un marché en Europe. Là, les industriels européens vont voir Rocket Lab, vont voir SpaceX pour tirer leur fusée. Il y a eu Ariane il y a quelques jours aussi. Ouais, et tu sais c'est quand le prochain tir d'une Ariane 6 ? Hein ? Tu sais c'est quand ? C'est quand ? Moi je sais. Hein. Ariane, c'est pas un modèle d'exemplarité en termes de cadence de tir. Hein. 5 kilos qui veut 5G basse orbite. Ouais, c'est ça. C'est du télécom en orbite basse. Et ils utilisent Rocket Lab pour déployer leur constellation. Donc preuve qu'on a un marché en Europe. C'est juste qu'on n'a pas les fusées. On n'a pas les fusées. Ariane 6 est une licorne qui vole une fois tous les 6 mois. Et on n'a pas de micro-lanceur. On a une Vega C là qui est au pad, mais on n'a pas de cadence de tir suffisante. Et on manque de fusées, on manque de vecteurs pour les petits acteurs. Donc ces gens-là, ils vont voir Rocket Lab et ils tirent directement en utilisant leur service. Donc là, ça fait 3 tirs en 2 jours du même pad. C'est beau, hein. En novembre. Je crois que c'est juillet, Clochette. Juillet. Juillet, la prochaine Ariane 6. 5, 4, il me semble, hein. 3, 2, 1. Donc 2 tirs en 3 jours, et dites-vous qu'ils ont encore un tir de prévu le 27. Rocket Lab va encore tirer dans 5 jours. Ouais, les vues en drone, ça c'est de la com les mecs. Ça c'est de la com. Incroyable. Quand je vous dis que Rocket Lab est en situation de monopole mondial sur les micro-lanceurs, je déconne pas, hein. Et ils ont une cadence de tir de dingue parce qu'il y a des clients. Et quand il y a des clients, l'argent suit. Ils ont eu quelques soucis avec leurs actionnaires d'ailleurs. Enfin, Ariane n'est pas faite pour des petites charges, ne vise pas les mêmes clients. High fives all around as our 60-second Electron lifts off and clears the pad at Launch Complex 1. Keep an eye out on those dials at the Le problème d'Ariane, c'est que la fusée est hors de prix. Et oui, la fusée coûte trop cher.
Ce qui fait que ça fait fuir tous les industriels. Personne veut tirer sur Ariane 6 à part les militaires, à part la Commission européenne et Amazon parce qu'ils ont acheté toutes les fusées disponibles en Occident pour les 5 prochaines années. Voilà. Donc c'est pas une question d'orbite de quoi que ce soit, c'est que Ariane 6 est une licorne et Ariane est dans le mur. Vous avez déjà vu Bip Bip et Coyote? Hein, Bip Bip et Coyote. Vous savez quand Coyote est enfoncé dans le mur? Bah ça c'est Ariane 6. Voilà. C'est triste hein. Très peu d'innovation, très peu de flexibilité, aucune vision d'avenir en termes de réutilisation. On la verra de temps en temps tirer des satellites militaires et tout. Ariane est jolie, c'est vrai que c'est une très belle fusée Ariane. Ariane 6, je vais lui donner ça, c'est une très belle fusée. Elle a de la gueule. Et j'ai hâte de la voir sous sa configuration lourde avec 4 boosters, nous faire une petite croix de Korolev là, bam, ça aura de la gueule. Donc ouais, Rocket Lab qui a encore tiré avec succès donc du CubeSat français. Et ils vont retirer encore dans quelques jours, c'est très impressionnant, la cadence de tir de Rocket Lab. C'est impressionnant, sachant que eux réutilisent pas leur booster, ils ont fait des tentatives mais ils ont dû se rendre compte que c'était pas rentable et que ça coûtait moins cher de juste construire. Donc on attend encore une compagnie qui sera capable de réutiliser du booster. Magnifique séparation d'étages. Oh là là, c'est beau hein. Propre. Ça doit être le 62e ou 63e tir d'une Electron. C'est propre hein. Donc ouais, tir réussi hein. Très impressionnant. Très impressionnant ce que fait Rocket Lab. Et comme je dis, ils vont encore retirer dans 5 jours. Donc la cadence de tir, elle est là. Hop là. Et à propos de cadence de tir, hop, on va aller voir une autre fusée, on va aller en Chine. On va aller voir Galactic Energy. La caméra cesse de filmer quand? Bon écoute, tu lances le merdier et puis tu vas voir toi-même. Hein, t'as des questions. Donc Galactic Energy qui a la fusée CRS-1. Ça, je crois que c'était le 18e tir. Il tirait pour des satellites météo chinois. Toute une constellation, donc je ne me rappelle plus le nom du satellite, mais ils ont une constellation, je crois, de 90 satellites à déployer. Et ils utilisent la CRS. C'était, je crois, le 17e, 18e tir de la CRS. Et on attend en 2025 la Pallas. Donc, qui va être une fusée réutilisable. Donc, comme je dis, généralement, tous les opérateurs de petits lanceurs basculent sur des lanceurs plus gros en termes d'économie, ça fait plus de sens. Donc, c'est pour ça qu'on a Rocket Lab qui va partir sur la Electron. Et là, on a mais on en a rien à foutre de King Jun. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec King Jun là Putain, comment on fait le chat pour être autant hors sujet tout le temps quoi? Hop là. Regardez-moi la machine. Il y a des délais de distance. C'est plus des problèmes de connectivité et d'avoir les stations au sol pour recevoir. Ça décolle vite. Ah, c'est du solide. Hein. Quoique, est-ce que la CRS-1 c'est du solide? Bonne question. Attends, je vais aller voir. CRS-1, est-ce que c'est du solide? CRS-1 Rocket. La CRS-1 Fourth Stage. Ouais, c'est du solide. Ah non, si, tout est solide. C'est pour ça qu'elle part aussi vite. C'est pour ça que ça part aussi vite. C'est du solide. Donc c'est pour faire simple, c'est un missile balistique les mecs. Hein. Voilà, c'est du solide. Tout est solide. Hop là. Propre hein. Donc ouais, elle a eu un échec je crois sur 18 ou 17 tirs. La CRS-1. Donc ça fait partie des grosses compagnies chinoises, privées, même si le terme privé est toujours un peu compliqué en Chine, Galactic Energy. Et eux sont parmi les gros clients qui vont amener une fusée réutilisable en 2025. Donc j'espère qu'on verra en 2025 la Pallas revenir se poser comme une Falcon 9. C'est littéralement une Falcon 9 bis, hein, la Pallas. Hein. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La Spectrum, Electron... Et ouais, donc ouais, je vous disais, Rocket Lab, ils vont retirer le 27 mars. Là, c'était la charge utile.
Je crois que c'est un satellite de détection de feux de forêt ou un truc comme ça. Mais voilà, donc là, ils ont déjà la charge utile. Ah, c'est propre, hein, c'est beau. Hein, c'est pas mon appart, hein, je peux vous dire. Là, je vois de la poussière dessous, là. Oh, ah, c'est pas chez moi. Hein. Classe, hein. Donc ouais, Rocket Lab, bonne dynamique en ce moment. Hein. Ça envoie. C'est pas des boomers. Ah, généralement, dans le New Space, la moyenne d'âge dans le New Space, ce n'est pas très très âgé. Hein. Comme vous voyez, la salle de contrôle de SpaceX, c'est casquette jean. Hein, voilà. Hop là. Blue Ghost. Vous vous rappelez de Blue Ghost? L'atterrisseur lunaire. Il avait 2 semaines de mission avant que la nuit revienne. Donc généralement, quand vous vous posez sur la Lune, vous voulez vous poser au moment pile poil du début de la journée, quand vous allez avoir le soleil, parce qu'après, dès que la nuit arrive, vous allez avoir des énormes contraintes thermiques, le froid et tout ça. Et n'oubliez pas qu'on n'a pas de pile nucléaire, on n'amène pas de pile nucléaire sur la Lune, on est en panneau solaire. Donc généralement, la mission dure 2 semaines. Et Blue Ghost, après s'être parfaitement posé, avoir fait quasiment 90% de toutes les tâches scientifiques, ils nous ont envoyé des photos incroyables. Regardez ça, c'est des... Le tir de l'Angara s'est bien passé. Visiblement, ouais. Visiblement, ouais, mais généralement, les Russes, le ministère de la Défense russe ne communique pas trop sur ce genre de choses. Mais il semblerait que oui, que le tir de l'Angara s'est bien passé. Je l'ai montré tout à l'heure. Donc ouais, matez-moi un peu les photos de la Lune. On a eu des photos en 4K et tout, du sol lunaire incroyable. Et malheureusement, la nuit est arrivée. Et Blue Ghost a envoyé un dernier message. Voilà, dernier message de Blue Ghost. Au revoir les amis. Après avoir échangé mes derniers bits de data, je me tiendrai silencieux sur cet endroit de la marée Crisium afin de regarder l'humanité continuer sa journée vers les étoiles. D'ici, je survivrai à vos plus grandes rivières, vos plus hautes montagnes et peut-être même à votre espèce comme nous la connaissons. Mais n'est-ce pas remarquable qu'une espèce se voit survivre par sa propre ingéniosité? Magnifique message. Propre, hein? Ouais. C'est beau, hein? Donc voilà le dernier message que Blue Ghost a envoyé. Blue Ghost, normalement, ne devrait pas survivre à la nuit lunaire. Mais il y avait des mecs chez Firefly qui disaient qu'ils vont tenter de le réanimer dans 2 semaines, mais ils n'ont pas trop d'espoir. Il n'a pas été designé, l'atterrisseur, pour survivre à de telles contraintes. Voilà. Ah là, il faut qu'on parle de Starliner. Vous vous rappelez, ça avait fait du ramdam, du radam politique. Musk avait rajouté un pavé dans la mare et tout ça. On a Crew 9, qui est les 2 pauvres diables qui sont montés avec Starliner, qui sont restés 9 mois en orbite, bordel. Ils les ont laissés 9 mois en orbite. Comprenez qu'ils n'étaient pas bloqués, d'accord, hein, ils auraient pu revenir quand ils voulaient. C'était pas un problème. Mais ça fait cher. Comprenez qu'il y a aussi un coût financier de... voilà, donc ils sont restés 9 mois. Ils devaient rester 1 semaine. Ils sont restés 9 mois. Putain. Écoutez, voilà, ils étaient partis. Il y avait un astronaute sur Twitter qui disait, vous savez ce qu'il y a de plus dur quand on rentre sur Terre? C'est pas le physique. Vous voyez, vraiment le physique, parce que forcément, vous avez de l'atrophie musculaire et tout ça. C'est la paperasse. C'est la paperasse. Parce que vous n'êtes pas là pendant des mois et vous devez tout repartir à zéro au niveau paperasse, au niveau facture et tout ça. Et il disait le mec, putain, j'ai pris un PV à la con qui s'est multiplié par 10 parce que j'étais pas là et tout. Et la chose qui disait, écoutez, j'ai juste payé, je me suis barré. Et ils sont restés 9 mois en orbite. Ils sont restés 9 mois en orbite. C'est absurde, mais Boeing a chié dans la colle avec Starliner. Et le problème, c'est que Starliner, la NASA, ne veut pas refaire voler direct un vol test. Ils vont redemander un vol non habité. Vous savez qu'il y a un monde où Starliner, ils vont décommissionner l'ISS avant que Starliner soit opérationnel. Hein. Au rythme où ça va. Hein. Voilà. Mais oui, il n'y avait pas d'urgence de quoi que ce soit. Il n'y avait pas de pépin médical. Donc, il n'y avait aucune raison de les ramener de façon urgente. Donc, au final, autant utiliser les rotations classiques. Voilà. Hein. Donc, ouais...
Quelle catastrophe, hein. Donc Crew 9, après 9 mois, Sonny Williams et Butch Wilmore sont redescendus il y a quelques jours de cela. Regardez ça, c'était l'approche de Endeavour, donc c'était la rotation Crew 10. Clac. Magnifique, hein. Vue de l'ISS, Endeavour, donc la capsule de SpaceX. C'est prévu pour quand la fin de la station internationale? C'est un sujet à débat, 2030 peut-être? Peut-être avant, parce qu'elle coûte horriblement cher. Et c'est vrai qu'on l'a déjà bien utilisée. Et elle vieillit l'ISS. Et elle est là depuis longtemps maintenant. Hein. Ouais, oubliez pas que les astronautes c'est des professionnels, ces gens-là, d'accord, hein, c'est des gens extrêmement professionnels et qui sont entraînés à ce genre de choses. Voilà, 9 mois, ça fait long quand même. Entraînés ou pas, 9 mois, bordel. Donc les voilà, hop, ça c'était Crew 9, tac. Et voilà la trajectoire de réentrée de Crew Dragon. Dessus le golfe du Mexique. Me faites pas chier avec le golfe d'Amérique, je l'appelle comme j'ai envie. Et moi, je l'ai toujours appelé golfe du Mexique. Je suis trop vieux pour changer. Donc vous voyez qu'ils ont plusieurs zones d'atterrissage potentielles. Et ils l'ont posé parfaitement en plein jour à Tallahassee. Donc dans la zone d'atterrissage F. Les images sont incroyables. Ça s'est superbement bien passé. Et matez-moi un peu l'amérissage de la capsule. Hop là. Regardez, c'est propre, hein. Météo parfaite. Incroyable. Il y avait des dauphins qui se sont mêlés à la fête. C'est beau, hein. C'est beau. Donc on avait des dauphins qui sont venus jouer. Parce que vous avez quand même quelques bateaux. Vous avez du personnel. Vous avez du personnel qui vient gérer tout ça. Vous avez, donc, ouais, vous avez le bateau pour récupérer la capsule avec tous les toubibs et tout. Et vous avez des dauphins qui sont venus jouer dans la zone. Bah, ils étaient curieux aussi, hein. Voilà. Hein. Propre, hein. Que signifient les symboles sur les parachutes? Aucune idée. Aucune idée, mec. Hein. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Je suis pas ingénieur. Hein. Hop là. Donc, ouais, on avait les dauphins qui sont venus jouer. Et puis, au final, tout s'est bien passé. Voilà, Sonny Williams, après 9 mois dans l'espace. Elle doit être bien crevée après 9 mois. Mais comme je dis, ils ont fait des énormes progrès aujourd'hui pour limiter, vous pouvez pas annuler les effets, mais pour limiter l'atrophie musculaire et tout ça, donc ils font énormément de sport, en orbite et tout ça pour limiter ça, justement plusieurs heures de sport par jour, entre autres, pour limiter. Et ça, c'est Alexandre Gorbunov, il y avait aussi un russe, hein, rappelez-vous que Roscosmos. Crew Dragon tire aussi des cosmonautes et on a Soyuz qui tire des astronautes américains. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Voilà. Crew 10 est en orbite. Le drama autour de Crew 9 est terminé et ça fait plaisir. Voilà. Donc ouais. Dès qu'il y a des vols habités et tout ça, on veut pas qu'il y ait de problème de quoi que ce soit. Hein. Voilà. Bon, et si on passait à la semaine de SpaceX, la grosse semaine de SpaceX, hein, la minute spatiale, la minute SpaceX, hop là. SpaceX a tiré il y a... Hier ou avant-hier? Hier. Un tir un peu particulier. Ça, c'était depuis Vandenberg, en Californie. C'était une mission pour le NROL, donc qui est l'agence de renseignement américain et d'observation. Donc c'est tout ce qui touche les satellites de renseignement militaire. Donc on sait que ce genre de mission décolle de Vandenberg, puisque c'est une base militaire de l'Air Force. Et c'était du satellite Starshield. On ne sait pas exactement, donc le Starshield, c'est les Starlink militaires, ok. Donc le Pentagone déploie sa propre constellation. On connaît pas bien l'architecture de Starshield, de comment Starshield fonctionne, pour des raisons logiques que voilà, hein, on veut pas trop que ça s'ébruite. Mais on voit souvent maintenant SpaceX tirer pour les Space Force. 6, 5, 4, 3. Combien de lancements cette semaine? Oh, il y en a eu un paquet, hein. Oh là là. SpaceX, je crois qu'ils ont dû tirer en moyenne, ils tirent 2-3 fois par semaine, SpaceX. Hein. Oh, on a déjà des gens qui sont restés plus d'1 an en orbite. Hein. And 1D chamber pressure is nominal.
C'est quasi un an, c'est ça. On avait même oublié un cosmonaute dans la station Mir au moment At T plus 30 seconds de and counting, l'effondrement de Falcon l'Union 9 has soviétique. successfully lifted off from Slick 4E at Vandenberg Space Force Base in California. Donc ouais, In case on you're verra pas just le deuxième joining us, étage, ni these rien. awesome ascent views are of the Attendez, je vais laisser le son. NROL 57 mission for the National Reconnaissance Office. And we had an on-time liftoff tonight at 11:49. donc généralement les Space Force demandent à SpaceX de ne rien montrer du deuxième étage, des coiffes et tout. Parce que comme je dis, on sait pas trop comment fonctionne Starshield. Et ouais, le tir, bon, rien d'exceptionnel. On va aller voir la récupération. Comme je dis, ça s'est bien passé, la routine. Miko, on voit pas le deuxième étage. On voit pas le deuxième étage, logique. Voilà. Comme je dis, les tirs de nuit de Vandenberg, bon, on voit pas grand chose, hein. Mais on le regarde parce qu'il y a une raison. Il y a une raison très importante. Donc là, c'est la récupération du deuxième étage. On voit qu'il est à 9 km d'altitude. Are optimized for sea level performance and they each achieve 190,000 pounds of thrust during ascent and descent. So to put that in perspective, Falcon 9 has a combined total thrust of more than 570. Et voilà, il vient se poser tranquille. Donc là, il retourne se poser à Vandenberg, il va pas sur un bateau drone. Preuve que c'est pas les mêmes caractéristiques techniques que Starlink. Voilà. Now waiting for Falcon 9 to land at landing zone 4. Il revient à Vandenberg. Oh là là, elle est vue en infrarouge, superbe. Regardez-le. Et il revient se poser comme une fleur à Vandenberg. Vous me direz, rien d'exceptionnel, d'accord? On envoie des paquets de tirs comme ça, parfois bien plus jolis. Il y a une particularité absolument énorme. Le booster que vous avez vu là, c'est B1088. B1088, il a rien d'exceptionnel. C'est un des nombreux boosters de la flotte. Sauf que ils viennent d'exploser un record. Regardez. Voilà B1088. Il a fait une mission. Il a déjà volé avec du Starshield. Il a fait une mission transporteur où il a mis du CubeSat en orbite. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps, puisqu'il a fait voler une charge utile pour la NASA. Sphère X et Punch, deux satellites scientifiques. Sauf que regardez la date. C'était il y a 9 jours. Ils viennent d'exploser le record de réutilisation d'un booster. Il a volé 2 fois avec 2 récupérations réussies en 9 jours. Et même pas avec du Starlink, avec des charges utiles de contractants pour la NASA et les Space Force. C'est totalement dingue. C'est des malades. Le record était de 14 jours. Sachant que dans ces 9 jours, vous enlevez au moins 2-3 jours pour le transport et tout ça. Et vous vous retrouvez avec une remise en service du booster de moins probablement d'une semaine. On ne sait pas comment ils font ça, mais en tout cas ça fonctionne. Et ça fonctionne sacrément bien. Donc là vous avez ce booster qui a volé 2 fois en 9 jours avec des charges utiles non affiliées à Starlink. C'est-à-dire que les Space Force et la NASA ont suffisamment confiance en SpaceX pour les faire utiliser le même booster en l'espace de presque un peu plus d'une semaine. C'est totalement incroyable. C'est fou. C'est fou. Et après, comme je dis, c'est à remettre en perspective avec ce que font les autres. Je crois que c'est Clochette qui disait ah bah Ariane, ils vont voler peut-être en novembre. Putain, vous vous rendez compte là, ce booster cette année, il va voler plus à lui tout seul que probablement toutes les fusées européennes mis bout à bout. C'est terrifiant d'efficacité. Et c'est vrai que SpaceX est en train de continuer à optimiser sans cesse le processus logistique. Au point où, en 9 jours, ils arrivent à faire voler 2 fois un booster, quoi. Ça leur offre des perspectives, de la flexibilité en termes de tir totalement folle, quoi. C'est fou. Totalement fou. C'est le futur, les mecs. C'est le futur. On vit dans le futur. Et c'est vrai que c'est terrifiant de voir SpaceX être capable de faire ça avec une telle facilité. Quand on sait la complexité que sont ces machines et la complexité de l'industrie en général pour tirer des fusées. Et eux, ils arrivent, ils tirent, ils récupèrent, et 9 jours après, ils retirent.
le même booster. Ah, c'est un autre monde, hein. C'est un autre monde, hein. L'Europe dans le passé, je suis pas d'accord, parce que c'est pas que l'Europe, c'est le reste du monde qui opère comme ça. C'est SpaceX qui est dans sa propre dimension. Et c'est pas que l'Europe, c'est que tout le monde fait un peu la même chose. Même les Chinois qui tirent énormément se sont donné les moyens industriels d'être capables de produire beaucoup de fusées parce qu'ils réutilisent rien. Et c'est ça, c'est le fait d'être capable de réutiliser aussi efficacement dans des délais aussi courts. C'est ça qui est assez incroyable. Et pour une fois, je vais pas blâmer les Européens. Les Européens font juste comme tout le monde, tout simplement. C'est SpaceX qui est un petit peu hors norme pour le coup. Voilà. Vous noterez que ouais, c'est un des boosters qui opère uniquement de Vandenberg. Donc c'est sa deuxième mission Starshield à ce booster. Et il a volé pour la première fois le 30 novembre 2024. Vous vous rendez compte, ça fait pas longtemps, hein. 30 novembre, décembre, janvier, février, mars. Il a que 4 mois ce booster. Il fait une mission par mois de Vandenberg, en moyenne. Il décolle, il revient, il décolle, il revient. Et il fait toutes les missions qu'a besoin la NASA ou les Space Force. Magnifique. Alors, écoutez, on va aller directement à Starbase. On attend les rumeurs circulent. On avait S34 et B16. Putain, on se perd, ils ont tellement de boosters. Et B16 qui ont fait leurs essais cryo. Donc potentiellement le vol 9, il pourrait arriver très très rapidement. Le problème c'est que B16 n'a pas ses moteurs. S34 n'a pas ses moteurs. Non, S35 pardon. S34 a été pulvérisé. S35 n'a pas ses moteurs. Donc on attend encore un feu statique. Et la rumeur insistante, B12. Donc rappelez-vous qu'ils ont récupéré déjà 3 boosters. Donc pour faire simple, on a B12, B14, B15 et B16 qui serait le candidat. Donc on a... ils ont trop de boosters. Ils ont trop de boosters et on sait qu'ils ont l'ambition de refaire voler des boosters qui ont déjà volé. Regardez ça, c'est B12 et B15 qui ont été amenés au jardin. Ils ont plus de place pour les stocker. Hein, il y en a trop. Voilà. Donc ouais, on a B12, B14, B15, c'est B13. C'est B13 qui a fini à la flotte. B12 a été le premier booster récupéré, B13 a fini à l'eau, B14 et B15 ont été récupérés. Donc là, vous avez B12 et B15. On sait qu'ils n'ont plus leur moteur. Donc leurs 66 moteurs Raptor ont été enlevés. Et là, vous les avez au jardin, où ils attendent. Voilà. Ils attendent l'avenir, mais c'est incroyable, hein. Regardez ça. Les mecs, ils ont des boosters. Vous avez vu, je parlais d'Ariane 6, où ils n'ont pas d'hardware, et ils tirent une fois tous les 6 mois, parce que c'est long de faire une fusée. Là, vous avez SpaceX qui a trop de boosters. Ils explosent leur fusée, c'est vrai, mais ils récupèrent les boosters, ils récupèrent les moteurs, ils récupèrent de la data. Donc là, vous avez B12 et B15. Donc eux, probablement qu'ils ne vont pas voler si les moteurs ont été enlevés. Par contre, la rumeur insistante, c'est des rumeurs, d'accord? C'est des rumeurs, SpaceX n'a absolument rien confirmé, mais la rumeur, c'est que B14 serait peut-être le candidat. B14, lui, a tous ses moteurs. Il est encore dans une méga baie, dans une high bay. Et la rumeur insistante, c'est que B14 pourrait aller au pad la semaine prochaine pour aller faire un feu statique. Et que B14 serait sur la liste des candidats, et sûrement le candidat pour le vol 9. C'est-à-dire que ça serait peut-être pas B16 qui volerait, mais peut-être B14, et que SpaceX, on sait qu'ils sont enclins à prendre des risques. Peut-être qu'on reverrait B14 revoler plutôt qu'on le penserait. Ce qui serait absolument génial de revoir B14 retourner au pad. Donc ça, on le saura très vite. Si on voit B14 aller faire un feu statique, ça voudra dire que si vous l'avez faire un feu statique, c'est pour voler. Hein, vous ne faites pas un feu statique gratuitement. Donc si on voit B14 aller au pad la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ce sera clairement pour le vol 9. Et on espère tous revoir B14 voler, parce que s'ils arrivent à récupérer, à faire voler 2 fois un booster, quoi,
Ça serait incroyable. Donc ouais, c'est la rumeur insistante, mais c'est silence radio du côté de SpaceX. Donc on verra. Peut-être que B14 ira au pad, ou alors ils vont mettre les moteurs sur B16 et sur S35, pardon. Et on verra S35 aller amasser, faire un feu statique. Ou alors B16 aller faire un feu statique. Mais ça va aller très très vite. On a déjà des dates potentielles. Ça pourrait voler dans 3 semaines. J'ai du mal à y croire, hein, moi. Mais écoutez, c'est SpaceX, quoi. Hein, ils sont dans une autre dimension. Hein. D'ailleurs, ils bossent comme des zinzins. Ils bossent comme des dingues sur le... Regardez. Ça, c'est une photo qui aurait peut-être pas dû sortir de chez SpaceX. Regardez la tranchée. Là, ils sont en train de couler du béton. Il y a des centaines de bétonneuses qui font des va-et-vient. Ils le font toujours à des heures calmes pour pas qu'il y ait les vibrations de la route. Et ils sont en train de couler du béton en ce moment. Il y a des centaines de bétonneuses qui font des allers-retours. Et ils sont en train de totalement bétonner. Là, à droite, vous avez la gigantesque table métallique où va venir se poser Starship. On a du mal à apprécier le gigantisme du truc. Mais voilà ce que ça donne. C'est où? Ah bah c'est le deuxième pad de SpaceX. Le deuxième pad de Starship à Starbase. Il y a le pad A. Voilà. Ah, il y a Yon Yon qui est là. Vous me conseillez quoi, les gars, pour ce soir? Oh bah Yon Yon a un petit bout de bidoche peut-être, hein. Un petit bout de bidoche là. Avec un peu de roquefort. Tu te fais une petite sauce au bleu. Sauce au bleu bidoche. Avec des bonnes patates. Superbe. Ah, Yon Yon, il nous avait manqué, hein. Voilà. Ils reviennent au point de vue... Ouais, absolument. SpaceX est pas content de son design, de sa table orbitale sur le premier pad. Donc là, sur son deuxième pad, ils vont revenir à des fondamentaux qui fonctionnent. C'est-à-dire une énorme tranchée, des déflecteurs, et voilà. Ils ont essayé. Ils sont peut-être pas trop contents de leur design. Donc là, ils reviennent sur un autre design. Donc les deux pads vont être diamétralement différents. Et de l'eau, bien sûr. C'est un bon gros système de déluge de malade. Donc là, on voit que ça construit dur. Hein. Donc là, ça va couler du béton. Je peux vous dire que dans une semaine, le pad, il ressemblera plus à ça. Voilà. Matez un peu le monstre. Donc là, vous avez les chopsticks. Et au milieu, là, vous aurez ça qui viendra se mettre. Ça, c'est la table orbitale. Donc la table orbitale viendra se poser dessus. Et vous aurez Starship qui viendra s'emboîter. Là, donc vous avez vu, c'est un design totalement, diamétralement différent de leur première. Donc là, ça, c'est des mecs qui regardent absolument tous les tuyaux. Ils vont vous dire, alors ça, c'est par où l'eau va rentrer et tout. Il y a des gens vraiment qui regardent tout ça en détail. C'est passionnant. Hein. Quand vous êtes ingénieur, voir SpaceX construire, même quand vous êtes dans le bâtiment, voir SpaceX couler du béton à coups de centaines de bétonneuses, jour et nuit, 24 heures sur 24, hein, ils ne s'arrêtent pas. Hein. C'est quelque chose d'assez incroyable en termes d'organisation, d'efficacité. C'est un autre monde, voilà. Donc le deuxième pad est en train d'avancer à toute vitesse parce qu'ils ont besoin de deux pads en fait. Ils ont besoin de deux pads et pour pouvoir faire du feu statique, pour pouvoir tirer, pour pouvoir monter en puissance au niveau logistique. Et ouais, ça va vite. Ça va vite. Donc c'est assez incroyable hein, de voir ça. Donc voilà pour les news de la semaine. Ça n'a pas chômé. Donc semaine prochaine, on aura... Peut-être que la semaine prochaine, on aura des news sur qui ira au pad. Est-ce que c'est B14 et on verra bien. Hein. Tu penses quoi du lancement d'Ariane? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une réussite pour la France? Bien sûr. Oh bah ouais. Hein. Oh, la fusée est obsolète, mais elle coûte trop cher. Elle est obsolète, mais ça reste une belle prouesse technique. Et ça permet à l'Europe d'avoir un lanceur pour ses charges stratégiques, militaires et économiques. Voilà. Mais il ne faut pas non plus se leurrer sur le fait que Ariane 6 ne survit pas grâce à son innovation et sa flexibilité économique. Voilà. Ariane 6 va survivre simplement pour pouvoir tirer pour l'Europe. Malheureusement, ils ont perdu cette course-là, cette course économique. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. On aura sûrement des news la semaine prochaine. D'ici 1 heure, je vais relancer. On ira à Antietam. On va aller faire un peu de Ultimate General Civil War. Et ce soir, je continuerai le run avec les elfes. Je vais aller demain. Je continuerai le run sur Terra Invicta. Et en soirée, on aura du Darkest Tower. Voilà. Bon, sur ce, passez
un bon week-end, une bonne soirée. Puis